Bonjour et bienvenue sur Aura Podcast, un podcast dédié à la spiritualité et au monde du paranormal. Je suis Marie-Lou et je suis Orlane. Et ensemble, nous vous proposons de découvrir des âmes lumineuses et passionnantes qui nous partageront leurs aventures et leurs expériences avec le monde de l'invisible. Pour que le voile de l'ombre se lève et que la lumière s'ouvre en chacun de nous. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue Vincent sur Aura Podcast. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre livre « Vie sans crainte, c'est encore mieux après ». Et je vous laisse vous présenter dans un premier temps, nous raconter un peu votre parcours. Bonjour Marie-Lou, merci de m'accueillir. Mon parcours est assez simple. J'ai commencé comme journaliste très tôt dans la presse écrite, en agence de presse, et ensuite j'ai bifurqué vers l'internet, les startups, fait un peu d'immobilier et beaucoup de peinture parce que j'étais peintre professionnel pour une. Et puis je suis aujourd'hui auteur d'un livre qui raconte une histoire assez peu ordinaire. Tout à fait. On va en parler un petit peu de cette histoire du coup. Dans votre ouvrage, donc, vous expliquez que peu après le décès de votre père, vous vous faites réveiller par lui chaque nuit vers 3h du matin. Et malgré ces dialogues précis, pointus sur votre vie, vous arrivez un peu à douter au départ de la véracité des événements. Comment vous pouvez nous l'expliquer ? Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là ? Que je peux peut-être préciser avant tout, c'est que je n'ai pas de capacité médiumnique particulière, comme la plupart des gens. Je pense qu'on a peut-être tous des capacités, mais on les ignore sans doute, et moi je les ignorais totalement, et puis ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, je ne souhaite pas parler avec les morts. Je pense que les morts, il faut les laisser à leur place, tranquilles. Je n'ai jamais cherché à participer à des séances où on fait tourner les tables ou les tabourets, je ne sais pas. Les séances de Ouija, oui. C'est pas du tout mon truc, je rien contre, mais c'est pas mon truc. Puis j'ajoute aussi que mon père décède, mais il faut quand même que je dise que mon père est quelqu'un, un ancien grand patron, enfin mort, décédé maintenant, et quelqu'un de très très déterminé, très autoritaire, et il me charge avant sa mort, je me suis occupé de lui dans la fin de sa vie, il me charge avant sa mort, notamment de ses obsèques. Il me laisse des consignes très précises qui sont écrites 3 jours après sa mort, comme ça ne se déroule pas a priori comme il le souhaite, je l'entends me dire d'une façon très claire. Je ne suis absolument pas satisfait de la façon dont se préparent mes obsèques. Tu iras demain à Saint-François-Xavier, tu verras le curé et tu lui demanderas qu'il trouve quelqu'un d'autre pour célébrer ma messe. Donc ça, c'est le premier message. Ça, c'est à 3h du matin, un dimanche soir, après une réunion qu'on a eue, un moment passé avec mon oncle curé et son frère, avec lequel il est parti fâché. Et ma sœur et son mari en train, dimanche soir, de préparer le sec. Mon père avait laissé des consignes écrites très précises, et que ma sœur et mon oncle curé vont découvrir ce soir-là, puisque je suis obligé de leur en parler. Donc vous leur expliquez à ce moment-là que pendant la nuit, vous avez eu cette information-là. Ah non, c'est pas tout à fait comme ça que c'est passé, c'est dans l'autre sens. Laissez-moi juste vous expliquer, c'est qu'en fait, quand on est avec dimanche soir, donc, avec ma sœur et mon oncle et son mari, il apporte la feuille sur laquelle mon père avait écrit les consignes, et il désignait très précisément la personne qui devait célébrer sa messe. C'était un moine qui était dans le sud de la France, c'était lui qui devait... mon père célébrait sa messe, et non pas son frère curé avec lequel il était fâché. Quand on voit ça, ma sœur me dit, on va appeler, on avait le numéro de téléphone, on va appeler le moine. Le moine, on tombe sur un moine qui est plus la dernière couvée, et il nous dit, écoutez, je suis vraiment très sensible à votre demande, mais vous savez, je suis malade, remontez du sud, je pourrais pas, enfin merci, etc. On se dit tous, l'affaire est pliée, moi je suis satisfait parce que je me dis, j'ai fait ce que j'ai pu pour respecter les volontés de mon père, il peut pas, maintenant c'est à mon oncle de prendre les affaires en main, etc. Et on se quitte là-dessus. Dans la nuit, à 3h du matin, mon père se manifeste de la façon que je viens de vous exprimer. Donc là, clairement, il vous a dit qu'il n'était pas d'accord et qu'il voulait que ça se passe à sa manière. Clairement, il m'envoie un message en me disant qu'il ne veut pas que le célébrant soit celui qui est... Voilà. Moi, ma première question quand j'ai lu votre livre, c'est comment vous n'avez pas douté que c'était pas un rêve, par exemple. Comment vous avez su que c'était bien lui et que vous n'étiez pas endormi? À 3h du matin, quand j'entends ça, je suis réveillé en sursaut. Alors, je suis dans une période où je suis célibataire, je suis seul dans ma chambre, mais je regarde quand même autour pour me dire, mais c'est comme s'il était dans la pièce. Je suis un peu en sueur, enfin, c'est lui en état de espèce de sidération. Bon, et je me dis, ok, Vincent, t'es fatigué, il y a toute l'organisation depuis la mort de ton père, c'est compliqué, c'est bon, rendors-toi, ça ira mieux demain. Et quelques instants après, c'est là où il ajoute, tu iras demain à la première heure à Saint-François-Xavier. Et le ton, la formulation, je veux pas y croire.
Je me dis, non, je suis en délire. Mais quand même, il y a un truc qui est tellement évident, d'ailleurs, tous ceux qui ont connu mon père, qui ont après lu le livre, m'ont dit, ouais, c'est une évidence quand on le reconnaît tout de suite, quoi, parce qu'il avait une façon de s'exprimer et une façon d'être. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Et comme il me parle exactement comme il me parlait de son vivant, cette nuit-là, j'ai quand même des doutes, hein. Et d'ailleurs, après sa deuxième intervention, je me rendors. Et je dors facilement, donc j'arrive à m'endormir sans problème. Peut-être eu un délire. Donc je n'y crois pas, mais quand même. Et puis alors, c'est après que ça se confirme, puisque à 7 heures, j'ai l'impression de recevoir un coup de pied dans les fesses. Je suis réveillé et je me dis, bon, il faut que j'y aille. Alors c'est pas loin, la paroisse, c'est pas très loin de chez moi. Et je me dis, je vais y aller pour vérifier, pour m'assurer que c'est pas un délire. Et j'y vais. Et alors c'est là où il va se passer quelque chose quand même d'assez sidérant. Il va me confirmer dans l'idée que c'est bien mon père qui m'a envoyé faire cette démarche. Je vous laisse nous le raconter du coup, parce qu'effectivement c'est marquant. Oui, c'est marquant. On est lundi matin, donc le lundi matin, il y a a priori il y a pas grand monde dans les paroisses. Hein. Les curés, enfin au moins chez les chrétiens, célèbrent pendant le week-end et en général ils ont plutôt tendance à se reposer. Enfin, pas être à la première heure le lundi matin. J'arrive au presbytère à 8h et la personne qui assure l'accueil me regarde avec des grands yeux et me dit, mais qu'est-ce que vous venez faire? Que voulez-vous? Puis je vais voir le curé. Elle me dit, ah ben vous le verrez pas parce que vous savez, le lundi matin, non, vous n'avez aucune chance que vous le voyez. Elle n'a pas fini sa phrase. Je vois qu'elle est en train d'un et passe derrière moi le curé qui rentre dans le hall. Là, je me dis, ok, il y a quand même un truc. Ce qui est dingue, c'est que du coup, donc là, vous êtes un peu sceptique quand même encore, il y a pas mal de mélange de sentiments, de sensations. Et puis en fait, il va s'avérer que toutes les nuits, votre père vient vous rendre visite pour vous donner des nouvelles informations et pour entamer une conversation. Qu'est-ce qui se passe par exemple la seconde nuit? La seconde nuit, c'est pareil, un réveil à peu près dans le même créneau horaire, 3 heures. Et donc, il m'expliquera pourquoi plus tard, bien plus tard, il m'expliquera pourquoi c'est toujours vers cet horaire-là. C'est à ce moment-là, c'est dès la deuxième nuit que je me dis, ouais, il y a quand même quelque chose. C'est pas du délire. Vous doutez plus? Non, enfin, si, je vais douter encore longtemps, parce que je suis un ancien journaliste, j'aime bien valider mes sources et être sûr de ce que, voilà, j'ai des doutes. J'ai clairement des doutes. Je me dis, est-ce que je suis pas en plein délire, en train de faire une auto-analyse perso, parce que nos relations étaient extrêmement difficiles avec mon père. Hein. Donc, moi, j'avais aucune envie. Mais alors, autant je sais que parfois, des gens souhaitent parler avec leur cher décédé, mais moi, j'avais aucune envie d'avoir une conversation avec mon père, post-mortem. Bah, aucune. Ce qui est beau, c'est qu'au fil du livre, on comprend et on a l'impression que du coup, il a envie d'apaiser cette relation et peut-être de partir vers la lumière en paix. Ce que je comprends vite, c'est ça. Mais ce que je comprends vite, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'objectif de sa part de règlement. Parce que si ça avait été le cas, je peux vous dire que j'aurais coupé le micro tout de suite. Hein, il n'y a pas ça. Et ça, je le comprends très vite. Je comprends aussi que cet échange, c'est dans une volonté que ça nous serve à tous les deux. Pour lui, c'est une nécessité et il va expliquer pourquoi. Il va le décrire. Donc c'est quand même assez sidérant parce qu'il va me dire pourquoi, ce qu'il est en train de vivre et pourquoi il est en train de le vivre. Bon. C'est impressionnant d'ailleurs, les détails dans le livre, on se dit... mais même ça, on se dit, ça ne peut pas être inventé, quoi. Alors ça corrobore des choses dont j'ai entendu parler. C'est ça. Ça, c'est incontestable, parce que j'en avais entendu parler de ces trucs-là. Mais entre ce qu'on vous raconte ou ce que vous pouvez lire dans les bouquins, certainement pertinent, je le conteste pas. Et puis le fait de l'expérimenter, c'est très différent. Moi, il cherche à me parler dans un objectif qui est d'intérêt commun, partagé, et pas du tout dans un but de règlement. Et ça, c'est bien parce que ça a du sens. Oui, il vous explique que justement, il est entre deux eaux, pas encore passé vers la lumière absolue, comme il le dit. Vous arrivez à en parler un peu autour de vous, de ces échanges? Je ne dis rien à personne. C'est quelque chose, à la fois, je me dis, c'est un truc vraiment entre nous deux. S'il me parle à moi, c'est vraiment perso. J'ai aucune envie d'en parler avec les autres, au moins dans les premières phases. Et de toute façon, j'en parlerai, je vous raconterai pourquoi pas avant un grand moment, parce que je vais laisser après. Mon père, oui, il faut que je précise quand même que mon père sait que j'écris très vite, parce que je viens de la presse écrite. Je tape avec mes 10 doigts et vous me parlez, je peux prendre en même temps ce que vous me racontez. Donc il me dit, un matin, il me dit, prends ton ordinateur et écris. Un peu comme de l'écriture automatique. C'est pas de l'écriture automatique, mais ça ressemble un peu à ça. Donc je prends mon ordinateur et à partir de là, je vais saisir tout notre échange. Donc je vais taper tout ce qu'on se dit. Il parle, et je parle aussi. Et je vais tout taper. Et je ne parlerai de ces échanges que bien plus tard, après qu'ils aient eu lieu, et voilà. Oui, c'est d'abord une expérience pour vous. Et du coup, quand vous écrivez et que vous avez ces conversations, comment ça apparaît? Est-ce que c'est comme une pensée? Est-ce que c'est une voix très claire? Comment ça apparaît? Quand il me parle, mon père est dans ma tête. Et d'ailleurs, au fil de nos échanges, je vais lui demander. Et je vais contester d'ailleurs ce fait-là. Je lui dis, mais c'est moi qui délire en fait.
Mais il me dit, pourquoi mets-tu en cause la forme de cet échange? Je te parle. Je lui dis, mais c'est mon imagination. Et il me dit, qui l'alimente? Et c'est là que je commence à comprendre le process. C'est qu'en fait, je le vois pas physiquement. Il est pas en face de moi, parfois, des êtres, ou des visions de personnes disparues, ou, bon. Moi, j'ai pas du tout ça. Vous l'avez jamais vu? Non, je le vois pas. Vous n'avez que eu Il est pas dans ma chambre, au pied de mon lit, je le vois pas. Mais il est tellement là. Et surtout avec le ton, avec le propos, alors on pourrait se dire, et moi je me le suis dit au départ, mais c'est moi qui le connais tellement bien que finalement j'arrive à... Mais il y a un moment donné, non, c'est plus possible, parce qu'il va me dire certaines choses tellement précises. Et alors là, les anecdotes, ce sont ces anecdotes, il y en a plusieurs, je peux vous en raconter. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui. On a envie de savoir. C'est ces anecdotes c'est pas elles qui vont complètement me confirmer dans l'idée que j'ai bien cet échange, mais quand même, ça va apporter un peu d'éléments. Un jour, il me dit, alors il faut savoir que mon père, à la retraite, a accompagné des jeunes entrepreneurs. Et notamment, il a accompagné une jeune entreprise de pompes funèbres, qui s'est occupée de ses obsèques. Il connaissait le patron, c'était un jeune patron. Et un jour, il me dit, oui, d'ailleurs, tu iras voir X, le patron de cette boîte, pour lui dire que je suis pas du tout content, parce que ma tombe est toujours pas gravée. Ça, c'est un mois après son décès, à peu près 1 mois et demi. Moi, j'habite près de lui. Il me dit, demain matin, avant d'appeler le patron, je vais d'abord aller voir si c'est vrai. J'arrive devant sa tombe, et je vois que la tombe n'est pas gravée. Bon. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ce qui est drôle entre guillemets, c'est que là je vais comprendre quand même qu'il y a quelque chose qui passe, qui nous échappe mais qui passe. J'appelle devant la tombe de mon père, je me dis je vais l'appeler, j'appelle le jeune patron et je lui dis voilà, mon père est pas du tout content parce que sa tombe n'est pas gravée. Et je l'entends me répondre, je suis désolé, j'ai complètement zappé. Pas me dire écoutez Vincent, je suis désolé, je comprends pas comment votre père a pu vous faire part de ce message. Non, il y a un truc drôle quand même. Oui. Il n'y a aucun doute dans lui, il a pas d'un doute. Voilà, et des anecdotes comme ça, il y en a eu plusieurs, qui sont quand même... Vous n'avez jamais eu peur de ces échanges? Parce que parfois, même dans l'imaginaire des gens, quand on parle avec un mort ou on voit un mort, etc., ça fait peur. Vous, est-ce que vous avez déjà ressenti la peur? Non, j'ai jamais eu peur au fil d'un... Mais à aucun moment j'ai eu peur. D'abord parce que j'ai senti vite, comme je vous le disais, que c'était dans un sens, dans une démarche positive, non pas pour m'angoisser ou pas pour me créer un stress. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, j'ai lu, comme beaucoup de gens, j'avais lu des choses sur le fait que parfois, il y avait des communications incompréhensibles. Je vous dis, entre ce que vous lisez et ce que vous expérimentez, il y a quand même un truc. Bon, je vous dis pas que j'ai pas été profondément dérouté. J'ai été dérouté, mais... Jusqu'à un certain moment, parce que je me suis dit, oui, mais en fait, ce que j'ai pu lire il y a longtemps sur ces questions-là, apparemment, je suis en train de le vivre. Bon, tant mieux, ou tant pis, ou j'en sais rien. Enfin, je l'accepte. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Oui, c'est vrai, du coup. Quand est-ce que ces échanges, ils ont cessé, du coup? Alors, ça s'est étalé sur pratiquement 2 mois et demi, 3 mois, grosso modo, pas systématiquement toutes les nuits, mais presque, et pas systématiquement dans les mêmes durées. Parfois, c'était presque rien. Et puis, il y a eu des allers-retours, enfin bon, à peu près, c'est pas... Et puis, un jour, boum, plus rien. Moi, j'ai compris, mais ça, c'est mon interprétation, en fait. Je me suis dit, en fait, on s'est tout dit. Comme au fil de notre échange, à un moment donné, il me décrit très précisément qu'il a retrouvé ma mère, donc décédée très jeune, parce que ma mère est décédée très jeune, et ma sœur, plus jeune, décédée aussi très jeune, qu'il a pu communiquer avec elles, et il m'explique qu'à un moment donné, elles sont reparties. C'est-à-dire que la communication s'est arrêtée. Je me dis, moi, je suis en train de vivre la même chose avec lui. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est chacun à des niveaux différents. Moi, je suis encore incarné terrestre. Mon père n'est plus incarné terrestre, mais dans une dimension sans doute encore assez proche de l'incarnation terrestre, puisqu'il s'intéresse à des questions encore très terrestres. Il va me demander des trucs par moments qui sont... je me dis, mais pourquoi il s'intéresse à ça alors qu'il est mort, quoi? Franchement, c'est bon. Et puis... il me dit que ma mère et ma sœur, la communication s'est terminée et elles n'ont plus, il n'y a plus de nécessité qu'elles se poursuivent, pour l'instant en tout cas. Moi, je trouve que c'est très beau. J'ai été émue parfois en lisant votre livre parce que je trouve que vous avez des échanges hyper profonds, par exemple sur l'ego. Il vous explique, en fait, j'ai l'impression qu'il vous explique comment être le mieux possible dans votre vie terrestre pour après être le mieux possible dans l'au-delà. Que c'est hyper intéressant de lire vos échanges. C'est vraiment la question de l'ego et de lâcher prise, de l'acceptation qu'il répète souvent, qui m'a touchée. J'y suis pour rien, c'est la qualité de cet échange, elle est déterminée par ce qu'il me dit. C'est clair que mon père n'était pas un philosophe, mon père n'était pas un grand spirituel. Non, il se posait des questions, il était dans la religion, dans sa religion, mais qu'il a remis beaucoup en cause aussi. Il était très critique par rapport à sa religion. Mais on peut pas dire que ça a été un être de son vivant, un être éveillé.
Il m'a rien appris, il m'a rien fait découvrir. Ça a été plutôt un peu dans le sens inverse où j'ai essayé de l'amener sur d'autres. Et alors, ce qui est à ce sujet, sur le lâcher prise et l'ego, en fait, une des premières choses qu'il va m'expliquer, c'est que il prend conscience de ce qu'il a été. Et notamment, ça, ce sont ses mots, tyran qu'il a été. Il a été effectivement extrêmement tyrannique dans ses relations humaines. Je parle de son vivant. Et là, il en prend conscience. Et il prend conscience du personnage dans lequel il était incarné et avec lequel il a expérimenté la vie terrestre. Et il se rend compte à quel point ce personnage a été que les défauts, faut pas exagérer. Je connais bien ses qualités et j'en parle et elles sont incontestables. Mais quand même, il a été extrêmement tyrannique. Et il en prend conscience. C'est-à-dire qu'en fait, il découvre. Alors ça, pour moi, ça a été un moment très important, puisqu'en fait, comme tout le monde, j'ai entendu parler qu'au moment de la mort, on voit le film de sa vie. Enfin, c'est des trucs qu'on se raconte. Et puis, ça m'avait toujours intrigué ce truc-là. Je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi on voit le film? Les gens qui meurent, mort violente, par exemple, qui sont venus, ou ceux qui ont fait des MDE, des N, on raconte ça. Ils disent, j'ai revu le film de ma vie. Ils ne disent pas souvent, enfin pas tous, certains le disent. C'est qu'en fait, ils revoient le film de leur vie en étant dans la position et dans le regard des gens avec lesquels ils ont interféré pendant leur vie. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, le regard se déplace. Et c'est ce que me dit mon père. Il me dit, je comprends que j'ai généré chez les gens depuis que je suis parti. Parce que je vois ce qu'a été mon personnage. Alors ça, pour moi, ça a été quand même un élément important. Bien sûr, j'en avais connaissance du fait qu'on avait ce film, j'en ai entendu parler. Mais là, il me le raconte de façon très précise. Et il me dit, ben voilà, alors pour moi, c'est ça qui est très douloureux. C'est lui qui dit ça. Vous dites aussi dans votre livre que depuis tout petit, vous êtes sensible et intuitif, un peu à part. Vous aviez par exemple senti et compris la maladie de votre maman avant qu'elle vous l'annonce. Est-ce que vous pensez que cette sensibilité, ça a pu faciliter un peu ces échanges avec votre papa, par exemple? C'est clair. Alors ça, je suis certain de ça. Je le dis dans le bouquin, dès mon plus jeune âge, enfin à l'âge de la raison, je me sens observateur de la vie, beaucoup plus qu'acteur de la vie. Cette sensibilité, c'est un peu comme des antennes. J'en suis certain. La question que je me suis posée en lisant le livre aussi, c'est, au début du livre, pourquoi il n'a pas eu d'échange avec sa maman? Alors ça, c'est une vaste question, et je dois dire qu'on me la pose souvent parce que les gens me disent « Ah, mais vous avez eu beaucoup de chance, moi j'aurais bien aimé parler avec... » Je dis « Ouais, sauf que moi je l'ai pas voulu, donc j'étais pas demandeur du tout. » Et j'ai un jour abordé cette question, parce que je suis toujours en contact avec lui, avec le long curé, frère de mon père, qui a aujourd'hui 96 ans, mais qui est toute sa tête, et on discute beaucoup de ces sujets-là, même si je suis pas raccord avec lui sur l'aspect religieux, puisque moi, mon approche est spirituelle et non pas religieux. Enfin, on discute beaucoup, et je lui dis à un moment donné, en rigolant, en fait, il serait incroyable, si jamais je vous vois, si jamais vous mourrez avant moi, ce qui est pas certain, mais qui est peut-être assez probable, ça serait que l'histoire se poursuive et qu'on continue cette communication. Et il me répond, moi j'y serais très favorable, mais il faudra que là-haut, j'ai l'accord. Et je crois que ça va répondre à votre question. Je pense que ces communications inter-niveaux, puisqu'en fait c'est un peu comme ça que je résume les choses, ne se font que, si elles sont utiles aux deux personnes, que les deux personnes le souhaitent, c'est-à-dire la personne restée en vie et la personne partie le souhaite. C'est comme le téléphone. Si on vous appelle et vous n'avez pas envie de répondre, vous décrochez pas, il se passe rien. Et 3, que le contexte le justifie. Et ça, je pense que c'est pas nous qui en décidons. C'est cette intelligence, que chacun appellera comme il veut. Moi, je l'appelle une intelligence universelle où l'univers va décider de cette possibilité ou non. C'est-à-dire que dans certains contextes, elle ne sera pas forcément souhaitable. Je pense, si vous voulez, que dans l'univers et dans la nature, il n'y a rien d'aberrant. L'aberrant, c'est nous qui le générons en tant qu'être humain. Mais vous voyez comme la nature est extraordinairement bien faite, intelligente, il ne se passe rien d'absurde, il n'y a rien d'incohérent. Et cette cohérence, elle se prolonge. Alors nous, on pense que, après, certains pensent qu'il n'y a rien, etc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, mais elle se prolonge. Ça reste cohérent après. Donc cette intelligence incroyable autorise des choses parce que ça rentre dans une cohérence globale qu'on ne peut même pas comprendre. Mais elle le comprend. Elle travaille pour nous. À quel moment vous saviez que vous deviez écrire un livre? En fait, c'est très bizarre parce que c'est venu au départ, moi je voulais pas du tout en faire un livre. D'abord parce qu'on est d'une famille où on n'aime pas trop étaler nos secrets familiaux. Bon, c'est comme ça. Moi je suis aussi quelqu'un d'extrêmement secret. Donc l'idée de parler de ma vie, surtout de ça, etc. et de dévoiler des aspects qu'on verra dans le bouquin qui sont quand même douloureux, c'était pas... Et puis, pour répondre à votre question, il se trouve que je vais faire une rencontre avec une nouvelle campagne et qui va lire le bouquin et va me dire tout de suite, il faut que tu contextualises, qui va lire le texte de notre échange, parce qu'il y a 150 pages quand même, et qui me dit, écoute, il faut que tu le contextualises pour qu'on comprenne comment cet échange a eu lieu et pourquoi. Donc il faut que tu fasses des retours en arrière sur ta vie d'enfant, familiale, avec ton père, etc., pour qu'on comprenne le contexte.
Et c'est en faisant ce travail que je me dis, finalement, oui, il y a une cohérence, ça devient cohérent, ça peut peut-être servir à quelque chose, à être utile à d'autres personnes. Peut-être ça peut faire un bouquin. Mais au départ, je veux pas. Mais plus ça avance, plus je me dis, ouais, il y a un truc, ça devient cohérent et ça fera peut-être un bouquin. Et puis surtout, alors l'élément déclencheur, ça c'est vraiment un élément fort, c'est que mon père, à un moment donné, me dit, oui, ça sera un livre. Et il me dit, d'ailleurs, je te donnerai le titre. Incroyable. Donc c'est lui qui vous l'a donné. Et c'est lui qui me l'a donné. Comment vos proches, du coup, ont réagi un petit peu en apprenant tout ça? Alors, en fait, quand le bouquin était finalisé, donc je l'ai fait relire juste à 2 ou 3 personnes hors ma famille, et ensuite l'ont lu 2 personnes très importantes à mes yeux. Enfin, une femme dont je parle dans le livre, qui était donc une intime de mon père, c'est On ne peut mieux, qui l'a lu, qui m'a dit « Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est mon père qui t'a parlé ». Et ensuite mon frère. Et mon frère m'a dit « Il n'y a pas l'ombre d'un doute ». La femme qui m'a répondu en premier m'a dit « Tu devrais le soumettre à ton oncle curé ». Donc je lui ai envoyé le texte, il l'a lu dans la nuit. Le lendemain matin, à la première heure, il m'a dit « Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est mon frère qui t'a parlé ». Bon, alors j'avais pas besoin de ça, je m'en foutais de savoir s'il était validé, le machin, etc. Mais quand même, je me suis dit, tiens, il m'aurait dit, écoute Vincent, tu t'es pris un beau délire, ça t'a fait du bien, tant mieux, voilà, mais franchement non. Mon frère m'aurait dit pareil, écoute, non, puis ça m'ennuie que tu parles de ça, etc. Bon, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, votre papa, il n'a jamais communiqué avec quelqu'un d'autre que vous? Je pense qu'il a communiqué avec d'autres personnes, puisqu'à un moment donné, c'est une anecdote assez étonnante aussi. Je suis resté en relation avec plusieurs de ses compagnes après la mort de ma mère. Mon père a eu d'autres compagnes. Et je suis resté en relation avec plusieurs d'entre elles, dont une en particulier, qui me dit après la mort de mon père, écoute, tu sais, c'est incroyable, depuis que ton père est mort, je fais des cauchemars à cause de lui. Alors je lui dis, tu sais, en fait, avant de t'endormir, pense à mon père et tu lui dis, écoute, Dominique, puisqu'il s'appelle Dominique, arrête de me faire chier. Voilà, je suis un peu cash. Et effectivement, 2 ou 3 jours après, elle me dit, ouais, ça s'est arrêté. Et plus tard, j'en parle à mon père dans l'échange parce que ça s'est déroulé dans la même période. Il me dit, oui, je sais pas trop comment me prendre pour communiquer, et j'ai peut-être été un peu brutal. Bon, réponse à la question. Donc, il a certainement communiqué avec d'autres. De toute façon, ça me regarde pas. Mais oui, sans doute a-t-il communiqué avec d'autres. Mais je ne sais pas, je peux pas l'affirmer. En tout cas, avec une, c'est sûr. Il a essayé, en tout cas. Il a tenté. Il a tenté. Du coup, vous semblez avoir beaucoup de connaissances pointues maintenant sur l'après-vie, sur l'incarnation sur Terre, le voyage de l'âme, et que votre papa vous a beaucoup transmis. Est-ce que vous avez pu échanger de tout ça avec des médiums, même si vous ne cherchiez pas à entrer en contact avec lui, vous ne cherchiez pas à avoir des réponses précises? Comment ça s'est passé? Non, je ne cherche absolument pas à en parler avec des médiums. C'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je suis dans la vie. Je sais que la vie se poursuivra d'une autre façon quand je serai mort. Ça, c'est pour moi une certitude absolue. Mais je cherche pas à en savoir plus sur ce qui va se passer après. J'ai quelques intuitions. Mon père m'a parlé de beaucoup de choses. Je pense que dans tout ce qu'il m'a dit, il y a certainement des choses très, très pertinentes. Mais je veux rester ancré dans la réalité. Je veux pas commencer. Je veux pas faire le gourou. Je veux pas raconter des trucs que j'ai pas vécu. Je veux pas expliquer des trucs sur lesquels j'ai pas d'expérience. Donc, je ne cherche pas des contacts et à en savoir plus. J'adore échanger avec des gens qui ont vécu des expériences, je dirais peut-être pas assez proches, mais parfois similaires, ou des expériences déroutantes. Ça m'arrive. Je parle avec pas mal de gens qui sont un peu déstabilisés et qui ont besoin d'être un peu accompagnés, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est tout, ça se limite à ça. Si je peux leur apporter un peu de réconfort, soit par le livre, soit par un échange sur l'après, sur leurs angoisses par rapport à l'après, ou sur leurs angoisses par rapport à des décès de proches qui n'arrivent pas à surmonter, tant mieux. Mais ça se limite à ça. Je pense que je peux apporter quelque chose dans ce domaine-là. Ça, je le sais, parce que je le ressens intimement. Mais ça se limite à ça. Et je veux pas, surtout pas, être un intermédiaire entre la dimension suivante et celle dans laquelle je vis. Ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui le font certainement très bien, mais c'est pas ma tasse de thé. Selon votre papa, du coup, je reparle de l'ego. Pour lui, l'humain, il a du mal à lâcher prise, à accepter, et il n'est pas entièrement libre d'être lui-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça? En fait, ce qui me fait comprendre, et ça rejoint quelque chose que je pressentais, c'est qu'au moment de notre incarnation, alors il faut déjà accepter l'idée que nous avons 2 choses, une conscience et un corps. Alors les gens qui pensent qu'on n'a pas de conscience ou d'âme, on va employer ce mot, je me méfie beaucoup avec ce mot parce que il y a une consonance religieuse forcément. Alors je préfère parler d'une conscience, une conscience et un corps. Bon, si on accepte l'idée qu'au moment de notre naissance, une conscience venue d'ailleurs s'incarne dans un corps pour faire l'expérience, pour que cette conscience incarnée dans un corps fasse l'expérience du niveau terrestre, de la vie terrestre, à ce moment-là, on peut se dire qu'effectivement, on est composé de 2 choses importantes. Le corps qui va nous permettre de faire l'expérience et cette conscience qui vient s'incarner dans un but probablement, qu'on l'ignore,
Et c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté parce qu'on nous donne pas le mode d'emploi quand on est. Conscience, alors ça, il y a un truc que j'adore. Alors ça, c'est une parabole que je trouve merveilleuse. Savez-vous pourquoi nous avons ici une gouttière? Non. Bien, en fait, on a une gouttière parce que au moment de notre naissance, l'ange, alors c'est une histoire qu'on raconte depuis très très longtemps, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. L'ange pose son doigt ici, sur notre lèvre, et dit chut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce chute? Ça veut dire tu oublies tout. Donc, à l'instant où on s'incarne dans le corps, on oublie de là d'où on vient. Et c'est peut-être heureux quand on voit à quoi on va être confronté dans la vie terrestre. Je pense que si on savait, si on va garder le souvenir de là d'où on vient, je pense que c'est quand même un endroit assez merveilleux, quoi qu'on puisse parfois en dire, mais on voudrait peut-être pas s'incarner. Donc voilà, là il se passe quelque chose d'assez extraordinaire où on va être complètement déconnecté de notre origine et on va passer notre vie, en fait, soit à la vivre uniquement dans l'incarnation sans se poser de questions, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens jusqu'à un certain point, soit en étant dans un malaise qui arrive souvent, notamment on le voit chez les jeunes qui ratent, entre guillemets, qui ont du mal à être dans leur incarnation, soit en évoluant progressivement et en s'ouvrant et en ayant une conscience qui va s'ouvrir à la suite d'événements. Les événements, c'est des événements souvent douloureux. Ça peut être des décès, la perte d'un emploi, une maladie, enfin plein de choses qui vont être des éléments déclencheurs qui vont faire que notre conscience va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, des questionnements auxquels on n'était pas sensible vont le devenir. On va s'interroger sur le sens de notre existence. Parfois, on se dit, attends, pas du tout, on faisait que vivre, consommer, user des plaisirs de la vie et pourquoi pas. Mais voilà, donc et je pense que c'est là est le cheminement en fait. À chacun son rythme, il n'y a pas de règle. Il n'est pas écrit qu'on doit arriver à la mort en étant plus éveillé qu'on l'était quand on est né. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je dis juste, je pense quand même que notre conscience s'incarne pour faire l'expérience de la création, ce qui est quand même extraordinaire. Ben oui, parce que quand on voit comment est la création, si on prend un peu le temps de la regarder, comment est la nature quand on l'a pas trop bousillée, c'est quand même incroyablement génial, quoi. C'est comment ça fonctionne, comment regarder les fleurs, enfin tout, c'est hallucinant, quoi. Et donc on est là pour expérimenter cette création. Et peut-être sommes-nous là pour expérimenter cette création au service de cette intelligence qui l'a créée et qui ne peut pas l'expérimenter autrement qu'en se divisant en peut-être des milliards, voire des centaines de milliards, parce qu'il y a certainement d'autres planètes habitées, enfin j'imagine, et d'autres univers, en s'incarnant à travers nous. En fait, nous sommes une partie de cette incarnation qui expérimentons la création de cette intelligence globale. Alors ça, c'est ce que je ressens. Maintenant, j'en ai pas la preuve, mais c'est ce que je ressens tellement fort, ce que me confirme mon père dans une certaine mesure, parce qu'il développe des propos à ce sujet. Oui, on est là pour s'expérimenter dans la création et s'ouvrir dans cette création à une conscience plus ouverte, entre guillemets. Comment est-ce que vous appréhendez la vie après la mort suite aux révélations de votre papa? Alors, moi, je n'ai aucune angoisse de la mort. J'ai l'angoisse, comme tout le monde, de la maladie et de la souffrance. Bon, bien qu'aujourd'hui, on est un peu en mesure d'alléger les souffrances. J'ai vu beaucoup de gens mourir dans ma famille, souvent très jeunes. Donc, j'ai pas d'angoisse par rapport à la mort en tant que telle. Changer de niveau d'existence, c'est pas ça qui me préoccupe. Maintenant, comme tout le monde, je sais qu'à un moment donné, je vais réaliser, le jour où je partirai, que j'ai peut-être pas été à tout moment et loin de là. Voilà, j'ai certainement faire des découvertes douloureuses de ce que j'ai pas sans doute eu conscience de mon vivant. C'est plus ça qui me préoccupe, de me dire un peu comme mon père, quand il me raconte qu'il se découvre tyran. Alors moi, je vais pas me découvrir tyran, ça j'en suis sûr. Mais je vais me découvrir certainement des choses dont j'avais pas conscience à ce moment-là. C'est plus ça qui me préoccupe. C'est vrai qu'on dit que tout le monde, même les personnes les plus gentilles, ont quand même des choses à travailler dans l'au-delà. Ouais, c'est très bizarre parce que là, on est quand même un peu tordu, et parfois notre gentillesse, elle est conditionnée à un certain nombre de mécanismes, qui nous arrangent, égotiques. Parfois aussi. On aime bien servir les autres ou être bon, entre guillemets, avec les autres parce que ça arrange aussi notre ego. Donc, de prendre conscience de tout ça, déjà, c'est une joie. C'est de se libérer de cette emprise égotique parce que ça, c'est clair que... Vous savez, l'ego, c'est un drôle de mot parce que quand on lit un peu de littérature sur ces sujets-là, on a tendance un peu à mélanger les choses. Il y a l'ego et la personnalité. C'est deux choses quand même très distinctes. Il faut pas rejeter l'ego en tant que tel. L'ego, il faut en avoir conscience. L'ego fait partie de la personnalité aussi. Il faut pas rejeter sa personnalité. Parce qu'on est chacun unique, comme chaque plante est unique, chaque animal est unique, même s'ils se ressemblent, ils sont uniques. Chaque cellule est unique, incroyable. Regardez,
Regardez par exemple le génome, c'est hallucinant quand même, hein, quand on a découvert que le génome, il n'y a pas 2 génomes identiques, même si on va retrouver des marqueurs, il y a pas de. Donc voilà, l'ego, oui, attention, et on en prend conscience, et ça c'est génial si on peut en prendre conscience de son vivant. L'emprise égotique, oui, ça existe réellement. S'en libérer, s'en détacher, oui, mais pas renier sa personnalité pour autant. C'est-à-dire, voilà, moi c'est un outil, la personnalité c'est un outil fantastique, faut pas la renier, et à quel titre la renier? Votre papa, qui est dans un univers autre du nôtre, vous détaille un petit peu les contours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à quoi ça ressemble? Quelles sensations il a? Est-ce qu'il ressent des émotions? Ah ben moi je le harcèle, hein, pour qu'il m'en dise le maximum. Pensez bien, on n'est pas journaliste pour rien et j'ai envie de savoir. Hein. Je suis extrêmement curieux et je veux qu'il m'en dise le plus possible. Il va me dire des choses très précises. Je ne saurais pas tout. D'abord, il me dit m'explique qu'il se sent encore très proche de la Terre. Bon, il est encore dans un niveau où il se sent très proche de la Terre. Il sent qu'il est attiré vers quelque chose de beaucoup plus extraordinaire pour lui. Il le pressent, il le voit par moment. Alors, est-ce qu'il parle à un moment de la lumière, quelque chose, je sais plus, je veux pas, mais oui, enfin, c'est quelque chose comme ça, mais il sent qu'il y a quelque chose qui l'attire, mais qu'il n'est pas prêt. Donc, il se sent entre deux eaux, dans un contexte où son corps est reconnu. Alors, il n'y a plus de corps, mais son corps, sa forme est reconnue, puisqu'elle va être reconnue par plusieurs proches qu'il va retrouver. Il retrouve ma mère, ma sœur, mais il retrouve aussi une autre personne. Et donc, il est dans un état où il me dit j'ai plus de besoins terrestres. D'ailleurs, on sent que ça l'intéresse plus les besoins terrestres en tant que tels, même s'il s'intéresse encore à la relation avec la Terre, puisque je le sens très proche encore. Il me dit que très clairement, par exemple, que les nécessités du corps, c'est plus un sujet, qu'il est dans une espèce de légèreté qui correspond a priori au niveau dans lequel il se trouve. Donc, j'essaie d'en creuser un peu le sujet, j'en saurais pas beaucoup plus. Et du coup, quand il retrouve votre maman et votre sœur, est-ce qu'elles ont les mêmes vêtements, le même corps, ou c'est d'âme à âme, vu qu'elles sont pas dans le même niveau de conscience? Il les reconnaît tout de suite. Ah, mais c'est immédiat. Il me dit de façon, alors oui, il me dit un truc important, il me dit de façon, déjà, la communication, ça n'a plus rien à voir avec la Terre. Il n'y a plus d'imbroglio, il n'y a plus d'embrouille, il n'y a pas de faire croire que, c'est limpide. On parle pas, enfin, il n'est pas en train de s'exprimer par la parole, mais c'est limpide. On comprend tout de suite. On l'a pas, à un moment donné, il va me raconter un échange qu'il a eu avec mon oncle décédé peu de temps après lui, avec lequel il était assez proche et il partageait des plaisirs de la vie, on va dire, notamment le vin, le bon vin. Et il me dit, voilà, on a eu une communication merveilleuse parce que c'était limpide, c'était fluide, enfin, moi j'en ai des frissons quand je vous en parle là parce que ça me, waouh. Et voilà, il y a plus le masque, il y a plus c'est transparent. Ah, je crois que c'est le mot le plus juste. C'est transparent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la problématique de l'enveloppe de la pensée, de tout ça. Les pensées c'est transparent. Est-ce que votre papa vous a parlé des liens karmiques? Moi, ce qui me questionne aussi, c'est que quand il retrouve votre maman et votre sœur, il se rend compte que ce soit toujours sa famille. Parce que, effectivement, même si on a été famille dans une vie particulière, on n'est pas obligé de l'être. Alors, je vais vous décevoir. Non, pas un mot là-dessus. Sans doute pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que mon père sait qu'il peut me parler de tous ces trucs-là. Moi, j'ai besoin pour parler des choses de les expérimenter. Voilà, sinon ça m'intéresse pas. Pour moi, si vous voulez, je ne conteste pas tout ce qu'on peut dire sur les liens karmiques, sur les doubles existences, sur le fait que c'est très possible, je ne le nie pas. Ça ne me parle pas. Donc, comme ça ne me parle pas, que les croyances ne m'intéressent pas, je ne veux pas en parler. Mon père ne m'en a pas parlé. On a été très concret sur les trucs. Quand il reconnaît ma mère et ma sœur, c'est une évidence. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Il me dit pas, je vais un peu hésiter. Oui. Non. Quand il reconnaît mon oncle, avec lequel il y a une conversation, c'est une évidence tout de suite. Mais jamais il me parle de ce qu'on aurait pu être tous les deux dans une autre vie précédente ou ailleurs, et de la roue cosmique, il ne m'en parle pas, de tout ce qu'on peut... voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il ne m'en parle pas que ça n'existe pas. Mais non, en réponse à votre question, je n'ai eu aucune information sur ces plans, voilà. Est-ce qu'il y a un deuxième livre en préparation, peut-être? On va dire que le deuxième livre, oui, je crois qu'il y aura quelque chose, mais il n'existera pas tant que ne se sera pas produit quelque chose de majeur qui va se produire ou ne va pas se produire, mais qui va, si ça se produit, alors là, ça va être... Enfin, j'en frissonne, voilà. On est sur le même sujet que le premier, à peu près? Oui, forcément, ça peut être une forme de cohérence, de continuité, mais
mais ça sera pas inspiré de ma tête. Donc c'est pas quelque chose qui est inspiré par mon cerveau, ou quelque chose d'intellectuel ou quelque chose de pensé. Alors on a hâte. Merci infiniment Vincent pour votre venue sur notre podcast. On a été ravis d'échanger avec vous aujourd'hui. À très bientôt j'espère. Eh bien c'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir de vous rencontrer.